Dans Punchline, on est avec Vincent Herouet d'Europe 1, Karim Zerébi, Alexandre Devecchio du Figaro et Joseph Massescaron, écrivain. On va parler de l'Ukraine. Les pourparlers d'hier entre Russes et Ukrainiens n'ont rien donné de concret. Les bombardements se sont poursuivis toute la nuit sur la ville de Tchernihiv, malgré l'annonce faite par Moscou d'une réduction de son activité militaire dans cette zone. On fait le point tout de suite avec Quentin Gribel et on en débat dans Punchline. Un marché totalement éventré. À Tchernihiv, au nord de Kiev, les bombardements se sont intensifiés cette nuit. Voilà la soi-disant réduction de l'activité militaire russe dans la région de Tchernihiv. Toute la nuit, ils ont bombardé la ville. Les infrastructures civiles, des bibliothèques, des centres commerciaux et de nombreuses maisons ont été détruites. Pourtant, après une réunion de plusieurs heures hier, Ukrainiens et Russes semblaient pour la première fois afficher un peu d'optimisme. Mais aujourd'hui, c'est un autre son de cloche du côté du Kremlin et de son porte-parole. Nous avançons, car les Ukrainiens ont commencé à coucher sur le papier et à formuler clairement leur volonté. C'est un facteur positif. Mais sinon, il n'y a pas d'avancée majeure. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Des espoirs en effet vite balayés, car en plus de Tchernihiv, Mariupol, dans le sud-est du pays, est toujours la cible d'intenses bombardements. Hier, c'est un bâtiment de la Croix-Rouge qui a été pris pour cible, selon une responsable ukrainienne. Alors les habitants tentent de fuir comme ils peuvent. On est parti en faisant de l'autostop. Certains conducteurs nous déposaient un peu plus loin. Dans un des villages, nous sommes passés par un checkpoint russe. Ils nous ont accueillis avec des tirs. Ma fille de 11 ans a été blessée au visage et au cou. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début du conflit. Vincent Herouet, est-ce que l'on peut croire le Kremlin, Moscou, quand ils disent on va arrêter l'avancée militaire, en tout cas la réduction de l'activité militaire dans une zone et qu'ils bombardent allègrement toute la nuit? C'est-à-dire que la réduction radicale de l'activité militaire, c'est pas le cessez-le-feu immédiat. C'est-à-dire que c'est une formulation totalement vague que vous pouvez interpréter comme vous voulez. Les Américains disent, qui regardaient évidemment par le trou de la serrure, c'est-à-dire avec leurs satellites, on dit il y a juste une rotation des effectifs. C'est-à-dire qu'on remplace une unité par une autre et on les déplace. Et c'est vrai que, eh bien, à Kiev, les sirènes ont retenti toute la nuit et que cette ville qui est à 120 km au nord a été bombardée à outrance. Mais si vous voulez, ce qui est plus grave dans l'histoire, c'est qu'il y a eu une espèce un peu d'euphorie après cette réunion, le climat aidant, l'entrain des Turcs. Et puis on se rend compte ce matin que c'était des parlottes, qu'on disait des parlottes de Genevoise, vous savez, pendant le temps de la SDN, là c'est des parlottes stamboulottes. Et ce qu'on voit, c'est que ça a été rejeté d'un revers de main par Vladimir Poutine, qui a dit il y a pas de progrès, niet, il y a rien, il s'est rien passé en fait. Ce que proposent les Ukrainiens, il y a rien de neuf sous le soleil. Et d'ailleurs, quand vous regardez précisément ce que proposent les Ukrainiens, c'est vrai, il y a rien de neuf. Ils proposent une espèce de perspective qui est assez illusoire, c'est-à-dire qu'en fait, ça va continuer très dur. Et d'ailleurs, en fait, dans la négociation d'hier, il y avait des gens qui ne voulaient pas la paix, il y avait des gens qui ne voulaient pas arrêter la guerre. Des deux côtés de la table, ils se disaient qu'ils pouvaient encore obtenir sur le terrain un succès et maintenir la tête de l'autre sous l'eau. Et vous aviez un homme qui cherchait sans doute à obtenir vraiment une sortie par le haut, c'est celui qui ne portait pas de cravate, c'était Abramovitch, l'oligarque. Parce que l'oligarque, lui, ce sont ses intérêts personnels qui sont pris en otage et il est frappé par les sanctions britanniques, européennes, pas les américaines, mais les britanniques, bon, il veut récupérer son club, etc., etc. Et on apprend, parce que tout se sait dans cette guerre de l'ombre, quand même les choses finissent par transpirer, on apprend un peu comment s'est passée la mise en orbite de ce magnat dans l'affaire. Et on apprend que la semaine dernière, il a pris un avion, il est allé voir Zelensky, il est passé à Istanbul et il est parti voir Poutine avec un papier signé de la main de Zelensky qu'il a donné à Vladimir Poutine, où il y avait les propositions que faisait l'Ukrainien. Et Poutine a pris le papier et lui a dit tu pourras lui dire que c'est un torchon, que ça va à la poubelle. C'était très direct, c'était cash. Et on voit que les deux hommes continuent, ni l'un ni l'autre ne sont prêts à lâcher, et que pour l'instant la guerre va continuer, et qu'on est parti pour une affaire de longue haleine, de longue durée. En tout cas,
l'espèce d'euphorie. Alors il y avait un peu de scepticisme, maintenant il n'y a plus de scepticisme, il y a véritablement le constat d'un échec. Les Américains avaient aussi très très vite douché hier tout de suite disant aucune avancée sérieuse. Ils sont toujours circonspects, mais là c'est le scepticisme général. Monsieur Alexandre Devecchio, on ne peut pas croire Vladimir Poutine? Non mais je pense que si on essaie de voir, je suis beaucoup moins spécialiste que Vincent Hervoët de tout ça, mais il y a une hypothèse, c'est que on prépare aux futures négociations. Moi, je crois de toute manière qu'il y aura négociations possibles que quand Poutine aura pris Mariupol et contrôlera vraiment au moins la partie qu'il désire contrôler, et que peut-être là, il y aura des marges de manœuvre et que peut-être que les signaux qui sont envoyés par les Russes préparent ce moment-là. C'est une hypothèse, mais il y en a d'autres. Il y a peut-être le fait que ça va durer très longtemps. En tout cas, ne la ballonnons pas. Nous, Européens, notre intérêt est quand même que cette guerre s'arrête le plus tôt possible, et donc on n'a pas d'intérêt à balayer cette hypothèse. Il faut aussi s'accrocher à tous les signaux positifs qui sont envoyés. Je reconnais bien là l'optimisme radical du Figaro. La vérité, c'est que les habitants... Je suis pas sûr que le Figaro... je ne représente pas forcément tout le Figaro. Oui, bien sûr, mais la petite ville, là, au nord de Kiev, qui a été bombardée toute la nuit et à qui on avait promis un arrêt, on avait laissé croire un arrêt des bombardements, qu'est-ce que ça provoque, en fait? C'est une stratégie qui a été systématiquement utilisée par les Russes, notamment en Syrie. Ce que ça provoque, c'est que tout d'un coup, vous avez un espoir qui est rapidement trahi, donc vous avez à la fois une démobilisation de l'ennemi qui a cru qu'il allait avoir un répit, et vous avez une démoralisation de la population qui n'a plus qu'une idée, c'est de fuir. Absolument. Karim? Non, mais les précisions que Vincent nous donne sont très intéressantes, et même si elles ne suscitent pas trop d'espérance sur l'issue du conflit, on peut quand même retenir le fait que le lien n'est pas rompu totalement, et qu'on est autour de cette table des négociations qui n'en sont pas, si on en croit effectivement la réalité des choses. On est aussi dans un jeu d'un peu de stratégie que des uns et des autres. Vladimir Poutine, il a intérêt aussi à maintenir une forme de pression pour que Zelensky vienne à la table des négociations, je dirais, avec de véritables concessions. Or, aujourd'hui, ça ne semble pas le cas. Donc, du coup, la pression est maintenue. Et cette pression, elle est d'autant plus maintenue tout en ouvrant un dialogue qui donne le sentiment, encore une fois, de ne pas en être un vraiment, parce qu'on est autour de la même table, mais pas avec la volonté d'aller vers la paix, avec une volonté de faire perdurer cette guerre. Néanmoins, ça peut aussi, et je pense que dans l'esprit de Vladimir Poutine, la population ukrainienne se dit « Ah, on va potentiellement négocier ». Donc derrière, il y a une forme d'espérance, mais il ne se passe rien derrière. Elle peut aussi demander, cette population, en tout cas en partie, celle qui est la plus bombardée à l'Est, donc à Zelensky, mais vas-y, lâche un peu des concessions, il faut qu'on en sorte. Donc l'usure peut aussi avoir cet effet-là sur la population ukrainienne, qui depuis le départ est très déterminée est très unie autour de son président. Donc, mais il peut aussi fracturer ça, Poutine, avec cette pression qu'il met toujours et encore. Donc moi, je trouve que ça, de mon point de vue, encore une fois, je suis pas un spécialiste, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est ça la lecture que j'en ai. Avec un Joe Biden, encore une fois, président des États-Unis, qui lui, pour le coup, est toujours dans l'escalade, parce qu'on a le sentiment que ses intérêts, c'est que la guerre se poursuive. Vincent Hervoët et Joseph Francescaro. Juste un mot, vous avez raison sur le fait que ces gens se connaissent bien et qu'ils parlent entre eux, mais ils ont des tas de canaux de communication. C'est une affaire de famille quand même. Ce sont des cousins, c'est une querelle de famille et de voisins. Et on a eu la preuve aujourd'hui, il y a un papier extraordinaire de Wall Street Journal qui vient confirmer une rumeur qui courait depuis plusieurs jours et qu'on avait du mal à voir, à trouver la confirmation justement. Imaginez-vous que le gaz russe qui est vendu aux Européens actuellement, et qui fait notre honte, puisque le président Zelensky n'arrête pas de nous incriminer en disant que ce gaz que l'on achète, couvre nos mains du sang ukrainien. 30% de ce gaz russe passe par l'Ukraine. Les gazoducs n'ont jamais été fermés. Le robinet n'a jamais été fermé ni par les Russes, ni par les Ukrainiens. C'est-à-dire que 30% du gaz russe consommé en Europe finance non pas l'effort de guerre russe, il finance l'effort de guerre russe et le budget ukrainien, puisque les Russes reversent des royalties aux Ukrainiens et qu'il n'est pas question ni pour l'un ni pour l'autre. Et tout ça perdure.
Et ça perdure en ce moment. Ah, d'accord. Et le gros problème de la compagnie nationale ukrainienne qui s'appelle Naftogaz, qui dessert 12 millions de foyers, c'est qu'il y en a 300 000 qui ne peuvent plus être desservis parce que, évidemment, l'immeuble a été éventré, ou la canalisation, le pâté de maison, il y a de la perte, et ça risque de provoquer des explosions. Mais les artilleurs font très attention, visiblement, à ne pas toucher les gazoducs. Et donc, business as usual. Incroyable, cette information. Extraordinaire. Joseph Mazescaron, sur la situation. Je suis ravi de cette information. Ce qui me conforte dans le fait que, lorsque l'on entend le fait que s'inédier toutes les entreprises françaises qui sont en Russie doivent fermer tout, et ce qui serait une catastrophe pour ces entreprises, et tout rapatrier comme si ça allait se faire du jour au lendemain, bien sûr, alors qu'il a fallu des années pour s'implanter là-bas, et qu'il y a des emplois quand même qui sont en jeu. C'est donc ces préconisations du président Zelensky, et sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que les bots russes, il y a les bots aussi ukrainiens qui attaquent en permanence les entreprises françaises qui ont le malheur d'avoir un siège social ou d'avoir des intérêts en Russie, parce qu'il faut quand même le dire aussi ici, j'en profite, il n'y a pas que les bots russes, il y a aussi les bots ukrainiens. Les bots, pour expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, ce sont des algorithmes. Les algorithmes, c'est des comptes, avec des cyberattaques, on va dire. Des cyberattaques. Tout ça, finalement, ça fait renforcer qu'il y a une véritable hypocrisie dans ce sujet. Et que, alors, je reviens, bien sûr. Rendre leur fierté aux employés de chez Leroy Merlin. Voilà. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est juste ce que Vincent dit. Tout le week-end dernier, ils ont été insultés dans leur magasin ici. Ils sont fait insulter par la clientèle. Oui, voilà. Donc c'est trop aussi, parce que par des personnes en plus ici qui le font de bonne foi, par tous les stratèges en chambre ou en pantoufles qui viennent évidemment, bien sûr, les accuser en gros d'être les auteurs complices d'une forme de génocide. Donc et quand on voit ensuite après, quand on se pose, on a évidemment une vision un peu plus dubitative, au moins de la situation. Cynique peut-être. Les enseignes françaises qui appartiennent au même groupe, il y en a une qui décide de rester, l'autre qui quitte la Russie. Decathlon reste et Leroy Merlin part. Non, c'est l'inverse. Decathlon arrête parce qu'ils n'ont plus d'approvisionnement, tout simplement, et Leroy Merlin reste. Voilà. Mais Decathlon, c'est pas de la philanthropie, c'est juste qu'ils n'ont plus d'approvisionnement. Il n'y a plus rien qui arrive.